2, voilà, moi j'ai du son. Oui. Bonjour et merci d'être particulièrement à l'heure, c'est bien, c'est super, on va pouvoir commencer et ne pas perdre de temps, parce que la journée, comme toujours, aux entretiens du cadre de ville est pleine de contenu, d'événements, de moments forts, et donc il faut respecter, y compris les temps où vous pouvez vous retrouver, entre les focus, entre l'heure du déjeuner, le café, la reprise à l'heure, mais ça, on va vous le rappeler, bien entendu. Alors, bienvenue donc pour ces entretiens du cadre de ville 2025. C'est la 10e édition, donc ça mérite d'être salué, bien entendu. Un événement qui fête ses 10 ans, ça veut dire qu'il s'est inscrit dans la durée, qu'il a trouvé sa place, sans doute. Et vous le savez, c'est sans doute pour ça que vous êtes là aussi, parce que vous connaissez la plupart des événements qui sollicitent la profession, les professions des acteurs de l'aménagement du cadre de vie. Les entretiens, sans doute, dans cet ensemble, ont trouvé une place en proposant une approche qui est ciblée sur les nouveautés, les nouvelles façons de faire, nouvelles réponses, l'innovation. Vous savez que notamment tous les projets présentés ici sont sélectionnés par un comité scientifique qui rassemble des fédérations professionnelles du milieu, notamment des aménageurs, mais aussi bien entendu des grands partenaires publics, parapublics, qui font remonter les moments. Alors, cher Alexandre Escoffon, donc Alexandre, vous le connaissez maintenant bien, il anime depuis maintenant plusieurs années la rédaction en chef de cadredeville.com au quotidien. Moi-même, je suis donc Rémi Cambeau, je l'ai précédé dans ses fonctions en tant que créateur de cadre de ville et des entretiens. Cette année, les entretiens avaient choisi comme thème, avec le conseil scientifique, dès le mois de janvier, de présenter la façon dont les acteurs de terrain trouvent des solutions dans un contexte où l'incertitude est de plus en plus forte. Et on va dire que c'est rien de le dire cette semaine, n'est-ce pas puisque nous n'avons plus de gouvernement, nous ne savons pas s'il y aura un budget de la France l'an prochain, on peut le souhaiter, on sent que ça y travaille. C'est intéressant parce qu'il y a 10 ans, l'année où on a créé les entretiens du cadre de ville, le club Ville Aménagement avait organisé un 5 à 7 sur ce thème, aménager avec l'incertitude. C'était un peu nouveau, ça avait surpris hein, à l'époque, mais j'ai réécouté l'introduction de ce 5 à 7 et l'énumération des éléments qui constituaient l'incertitude à l'époque. On est puissance 10 aujourd'hui, donc plus que jamais, aménager, le travail des aménageurs, c'est jouer avec l'incertitude, travailler avec l'incertitude. Mais je dirais qu'aujourd'hui, c'est même mieux que ça. C'est travailler avec des certitudes locales, à construire des certitudes locales. Enfin, je ne sais pas, c'est la journée, je ne sais pas ce que tu en penses, Alexandre. La journée va montrer qu'il y a des solutions qui se construisent sur le terrain. Oui, absolument, absolument. Bonjour à tous et merci d'être là pour ces 10e entretiens. Effectivement, à cadre de ville, on suit le terrain tous les jours. Ouais. On voit les projets qui naissent, qui prennent vie. On voit des nouveaux partenariats, des nouveaux modèles économiques qui se construisent tous les jours. Donc c'est vrai qu'on est dans cette période d'incertitude. Dans les échanges qu'on a eus dans les semaines, dans les mois qui précédaient, avec notamment le travail du comité scientifique, ouais. Que Rémi a souligné, on nous parlait justement de cette notion d'accepter l'incertitude aussi, d'accepter cette incertitude dans laquelle on vit et de trouver des chemins, de trouver des voies de réussite des projets. C'est ça qui nous anime véritablement à Cadre de Ville, c'est d'accompagner les acteurs, de transmettre effectivement les méthodes, les outils, toutes les innovations, toute l'exemplarité qu'on peut trouver dans le fonctionnement des acteurs de la ville et puis dans la conception des projets urbains. Alors, je ne vais pas
je ne vais pas vous refaire un petit peu tout le programme aujourd'hui. C'est un programme qu'on a donc parce que tout le monde là élaboré, voilà, eu à l'entrée. Voilà, donc tout le monde là, vous pouvez vous y référer. On a, comme d'habitude, on est parti de cette problématique, effectivement, qui est un petit peu centrale aujourd'hui, de cette multiplication des crises, de cette accumulation des risques également, et de ce contexte d'incertitude qui fait comment continuer. On a rajouté le mot contrainte. Contrainte, voilà. Risque, crise. Voilà. Et avec cette notion de contrainte budgétaire très forte, puisque tu évoquais le budget de l'État à l'instant, évidemment. Mais les collectivités locales sont également dans une situation très contrainte. Les acteurs de la fabrique de la ville également sont dans des nouveaux paradigmes économiques qui se sont resserrés. Tout le monde est en surcoût, nous disait récemment un acteur de la ville, et il faut trouver des voies, des chemins. Donc voilà, on va développer cette thématique dans les 3 salles. Cette première salle qui est consacrée beaucoup aux outils, aux méthodes qui permettent de naviguer dans l'incertitude. Une deuxième salle qui va plutôt parler de la façon de gérer la complexité d'une certaine façon. Il s'agit d'aborder de front des crises multiples, et on va voir notamment qu'il faut faire des choix, il faut prioriser. Ça, c'est vraiment un enjeu majeur des acteurs des projets urbains aujourd'hui. Évaluer, prioriser, faire des choix, c'est très important dans le contexte actuel. Et puis on explorera dans une troisième salle les paramètres économiques de l'équation, effectivement, et on va parler de sobriété économique, peut-être de nouveaux modèles de sobriété économique. On va parler de frugalité, mais aussi de tous ces outils, de ces nouveaux dispositifs qui sont mis en place par les acteurs. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre plus que ça. Ça rappelle bien les grandes tendances, voilà, effectivement, qui ont été identifiées dès le début de l'année. On le rappelle tous les ans, mais c'est assez intéressant de voir à quel point le comité scientifique détecte avec pertinence dès le début de l'année quelles seront les tendances fortes qu'on présentera aux entretiens 8 mois plus tard, 10 mois plus tard quand même. Donc c'est assez intéressant. Ça valide en quelque sorte la méthode de construction des entretiens. Faites-le savoir autour de vous. Oui. Voilà. Il y a une vraie capacité d'anticipation. Je suis d'accord avec toi. C'est évident, ça se vérifie tous les ans. Alors, sur les plans des horaires, on va être assez strict. Absolument, absolument. On va avoir plusieurs séquences dans la journée. Ceux qui connaissent les entretiens connaissent ces grandes séquences. On aura d'abord la table ronde d'ouverture que va animer Rémi Cambeau dans quelques instants. Puis les salles annexes vont s'ouvrir. Celle-ci restera ouverte, bien évidemment, pour toute la série des focus. Donc 2 focus dans chaque salle dans la matinée. Puis on fera une pause, un moment d'échange, de partage. On revient, donc c'est à 13h la pause, on revient à 14h30 avec les keynotes, en ayant déjeuné, normalement en pleine forme. Voilà. On revient donc à 14h30, effectivement, avec toute une série de keynotes qui vont ouvrir les débats de l'après-midi, une nouvelle série de focus, et on conclut à partir de 17h30 avec la traditionnelle keynote de clôture qui, cette année, sera assurée par Jérôme Gauze, que vous connaissez tous, évidemment, qui a pris des nouvelles fonctions, peut-être. Un aménageur qu'on a pu voir notamment aux rencontres de l'aménagement cette année. Oui, puisque c'était cette année. Absolument. Le Club Ville Aménagement, décidément, quelle pub. Mais absolument, il est très actif au sein du Club Ville Aménagement. Puis c'est quelqu'un qui... sa carrière d'aménageur, en tout cas, a été marquée par beaucoup de volonté, d'invention, d'imagination de nouveaux modèles. Et il nous donnera sa vision du métier d'aménageur aujourd'hui, et dans un discours qui dirige l'école d'architecture de Paris-Val de Seine. Paris-Val-de-Seine, une très belle école. Dans son projet nouvelle école, très beau bâtiment. Tout à fait. Projet architectural. Il me disait qu'il avait cette volonté de transmettre, donc il viendra nous transmettre également sa vision. Bon, écoute, merci à tous. Merci à tous. Merci à toi, Alexandre, pour cette introduction. Une table ronde. On va tout de suite enchaîner, si vous le voulez bien.
et on ne quitte pas le sujet puisque nous avons proposé aux différents intervenants contactés de vous parler tout de suite de la façon dont on peut aujourd'hui continuer à aménager le cadre de vie des Français dans un contexte qu'on a appelé de crise. C'est un raccourci, bien entendu. On vient de dire que c'est en quelque sorte une convergence de risques accrus, de contraintes et aussi de crise. La filière immobilière peut en parler, qui conduit à un contexte particulier et qui va encadrer la journée. Alors, ce qu'en pensent aujourd'hui nos grands invités, je vais leur demander de me rejoindre. Hélène Pesquine, si vous voulez bien monter la première. Vous êtes directrice générale adjointe du CEREMA. Voilà, merci. Fadia Karam, rejoignez-moi également si vous voulez bien. Vous êtes la directrice générale de Espace Ferroviaire et vous serez en quelque sorte l'aménageur sur ce plateau. Et puis, Costa Castrinidis, vous avez accepté de venir nous parler du travail de la Banque des Territoires. Vous en êtes désormais le directeur général adjoint et toujours directeur des prêts. Oui, ça fait sourire les aménageurs, mais ça, tous les ans, on le constate. Hein. Quand vous prenez la parole, les aménageurs prennent des notes. Et voilà. Et puis, j'ai cité le CEREMA, une autre agence de l'État, c'est l'ADEME, représentée par Baptiste Périssin-Faber. Vous êtes son directeur général délégué, Baptiste. Et là aussi, on va peut-être rappeler à quel point, à ceux qui ne le savent peut-être pas suffisamment, l'agence est impliquée. Vous allez donner votre point de vue. Alors, nous avons donc titré la table ronde, pardonnez-moi, voilà, comment aménager le cadre de vie des Français. Alors, je ne reviens pas peut-être parce que c'est la première question que je vais vous poser sur le contexte aujourd'hui qui encadre l'action des aménageurs. Et peut-être, justement, puisque j'emploie ce mot, je vais vous demander, Fadia Karam, peut-être à vous la première, de nous donner le ressenti des aménageurs sur cette question. La question que je vais vous poser à tous, c'est qu'identifiez-vous aujourd'hui, vous, à votre place, comme contrainte et comme risque, quels doivent faire face les aménageurs ? Voilà, quels sont les plus importants selon vous ? On parlera après des solutions qu'on peut apporter, mais déjà, quelle analyse faites-vous de la situation ? Fadia. Merci. Donc, bonjour à tous. Je dirais que je ne dis pas quelque chose de non connu en revenant sur cette difficulté qu'on a depuis 2022 de soutenir la production que porte un aménageur ou un transformateur du foncier face à différentes contraintes. D'abord, je ne dirais pas qu'elle est contrainte, mais une obligation de répondre à des défis environnementaux et climatiques, qui est une obligation pour nous en tant qu'aménageurs si on est vraiment responsable, et donc on la prend tous à bras de corps, mais il faut reconnaître que ça coûte plus, donc ça nécessite des efforts financiers pour pouvoir l'atteindre. On est aussi face à une crise immobilière qui est liée à des taux financiers qui sont assez importants, qui n'arrêtent pas d'augmenter, même si ça descend puis ça remonte, mais qui bloquent l'offre, aussi bien l'offre que la demande. L'offre parce que les opérateurs ne trouvent pas la rentabilité nécessaire dans les opérations, et puis la demande parce que les acquéreurs, privés, particuliers ou investisseurs, ne trouvent pas le financement nécessaire. Donc voilà, donc tout ça, ça bloque le système de production, mais aussi une phase préélectorale qu'il ne faut pas oublier, qui est, enfin voilà, hein, donc chaque fois on a une année de ralentissement. Vous ne parlez pas d'une autre élection.
Oh non, mais non, mais quand même, c'est une période de ralentissement récurrente qui fait qu'il n'y a plus beaucoup de décisions non plus, mais aussi des modèles économiques pour l'aménageur qui deviennent très complexes parce que la valeur de l'immobilier baisse et par conséquence, par effet de domino, elle impacte par le compte à rebours bilan aménageur aussi des baisses des prix fonciers. Les propriétaires ne sont pas nécessairement toujours disposés de faire des efforts sur le foncier qui coûte cher parfois pour le rendre consommable. Et au final, quand même, il ne faut pas négliger que le tertiaire, qui était un élément important dans les péréquations, dans les opérations d'aménagement, n'est plus un produit juteux pour pouvoir faire la part un peu plus sociale et sociétale de logements ouverts à tous. Donc voilà, donc plusieurs éléments tombent, donc le risque effectivement que les aménageurs disent d'une façon très raisonnée, on ne peut pas faire, donc on arrête de faire. Mais donc je pense que c'est pas la posture parce que quand on est aménageur, on a une responsabilité sociétale et aujourd'hui on est face à une crise du logement très importante parce qu'on ne produit pas suffisamment, on ne produit pas des logements pour la classe moyenne, on fait peut-être du logement social, mais pas suffisamment. Mais on ne produit pas pour la classe moyenne, qui est quand même où il y a une très très forte demande. Et là, il y a un champ de travail énorme sur l'accession sociale, sur le locatif libre, sur tous ces locatifs intermédiaires, qui a un champ d'exploration important. Et cet enjeu nous appelle, en tant que responsable de la ville, d'y œuvrer. Donc du coup, il est fondamental qu'on puisse s'ouvrir à un travail plus transparent peut-être, exposer nos difficultés. Et les collectivités jouent un rôle très important parce que, bien sûr, il y a les ambitions sociétales et d'ouvrir, de faire à des quartiers, mais il y a aussi cette attente sur l'inclusivité, si je peux dire, de ces nouveaux morceaux de ville. Et donc, il faut être ouvert, comprendre que le modèle économique d'un opérateur, qu'il soit public ou privé, nécessite une résilience, un équilibre, et donc les efforts et la co-construction des solutions est nécessaire. Bien sûr, on arrive à avancer parce que SNCF est propriétaire foncier, mais qui porte effectivement ces fonciers. Donc on est un bon élève, la SNCF est une très bonne élève, parce que on est quasiment à mettre à disposition, à mobiliser du foncier depuis 2014, depuis 2015, on signe avec l'État, SNCF Immobilier signé avec l'État un accord qui permet de mobiliser... production du logement, n'est-ce pas? Oui, voilà, qui permet de mobiliser du foncier à l'échelle nationale. On est quasiment à permettre chaque année 4000 logements par an à se faire. Donc on est un très bon élève là-dessus. Là, aujourd'hui, même si on a le foncier, on se dit on ne sait pas faire les 4000 logements. On ne sait pas, avec tout ce grippage dans toute la chaîne, donc quand même le propriétaire veut, donc on a cette difficulté. Espace Ferroviaire, qui est l'outil, la filiale d'aménagement, arrive encore à créer une dynamique parce que c'est par la taille des opérations, par la proximité de transport, donc c'est des opérations bien placées, c'est des opérations qui sont aussi quartier bas carbone, donc qui sont attractifs, donc ils gardent une dynamique commerciale, mais les équations sont complexes de plus en plus avec tout ce que je viens de citer avant, avec parfois des élus qui n'ont ne sont pas en capacité de répondre à des questions ou qui n'ont pas encore fait le pas de dire la ville se fait par un partenariat public-privé. Donc c'est pour ça que je salue beaucoup les promoteurs, les acteurs privés, investisseurs qui viennent nous voir dans une logique de co-construire les solutions. Et donc, moi, je crois beaucoup à ça, parce que ils ne sont pas nombreux, c'est important de le dire aussi, mais ça veut dire que les promoteurs ne sont plus non plus à raisonner dans une opération de 3 ans. Ils se placent dans le temps long de la fabrique de la ville et ils sont capables de dire, voilà, aujourd'hui, oui, on est grippé, mais on ne baisse pas les bras, on se projette et on reste, si on est promoteur, ce n'est pas uniquement un bilan financier, c'est aussi un enjeu social
sociétal, il faut se préparer pour demain, pour faire du logement et pour faire le bureau, on va voir où on va, donc ça c'est un deuxième sujet. Mais le logement, c'est une nécessité, il faut qu'on se mobilise et c'est le message que j'aimerais bien passer aujourd'hui. Très bien. Et puis on parlera tout à l'heure effectivement des modèles selon lesquels ça peut avancer effectivement, parce que vous décrivez en effet un changement de paradigme en train de se mettre en place à l'échelle du terrain. On va en reparler. Mais puisque vous avez évoqué les collectivités territoriales et vous parlez de leurs difficultés parfois, qui ne sont pas forcément liées uniquement à la période prémunicipale, mais aux contraintes budgétaires qui sont fortes. Et vous avez évoqué le contexte économique, vous avez parlé notamment de la question des taux, bien sûr. Et c'est pour ça que je me tourne vers le banquier qui est à ma gauche, Costa Castrinidis. Est-ce que vous diriez, de votre point de vue, ou bien entendu, l'évolution des marchés, le contexte de marché est clé pour vos interventions. Comment est-ce que vous identifieriez des risques, s'il y en a, portés par le contexte économique et budgétaire, mais qui pèsent aujourd'hui, qui pèseraient sur les aménageurs du cadre de vie? Comment analysez-vous cette dimension-là ? Merci Rémi, bonjour à toutes et à tous. Alors peut-être revenir sur un premier point que vous avez très bien évoqué dans vos propos introductifs tous les deux, c'est que voilà, je trouve qu'on vit aujourd'hui dans un grand paradoxe, c'est qu'on est dans une situation qui au national est très complexe, pleine d'incertitudes, alors que sur les territoires, on est dans une dynamique d'investissement local sans précédent depuis 40 ans. Ça, en tant que citoyen, je pense que c'est un message important parce qu'il nous rassure. Il nous rassure sur le fait qu'aujourd'hui, l'économie française, les investissements se font sur les territoires et les projets sont bien présents. Le pays n'est pas à l'arrêt. C'est un point important. Si je donne quelques chiffres, en 2024, les exécutifs locaux ont investi en direct ou via leurs outils, notamment via l'économie mixte et les sociétés de projet, près de 84 milliards d'investissements. Si on ajoute à ce montant l'investissement record lui aussi des bailleurs sociaux, qui n'ont jamais autant investi qu'en 2024, on est à 105 milliards d'investissements publics portés par les acteurs territoriaux. Donc c'est absolument colossal. Et la dynamique en 2025 est très forte également, ce qui veut dire que ces acteurs, qu'il faut saluer, et vous en faites partie, jouent aujourd'hui un rôle contracyclique majeur. Vous êtes des amortisseurs de crise, et nous y contribuons à la Banque des Territoires, alors modestement sur le volet financement, mais de manière assez massive, puisque aujourd'hui, le modèle économique de la Banque des Territoires, sur son volet de financement, qui est adossé sur nos livrets A, nos livrets développement durable, donc finalement notre épargne collective, elle fonctionne à plein régime. Qui s'est jamais aussi bien portée. La collecte du livret A est par exemple très très forte. Elle a été très forte pendant la pandémie. Là, elle revient avec un taux du livret A à 1,7. On va dire qu'elle se normalise, ce qui est normal. Il y a d'autres produits d'épargne qui sont mieux rémunérés. Mais aujourd'hui, effectivement, on a la possibilité de financer ces acteurs territoriaux de manière extrêmement compétitive par rapport au niveau de refinancement de l'État, par rapport au positionnement concurrentiel des banques commerciales qui jouent un rôle fondamental. On est évidemment partenaire des banques commerciales, mais une des lumières dans une période assez compliquée, c'est le fait que l'investissement est au rendez-vous et que malgré un contexte adverse, avec des budgets des collectivités locales qui est plus stressé que par le passé. Ça dépend un peu des strates, mais globalement, on voit certaines strates être plus en adversité aujourd'hui d'un point de vue au département, par exemple. Effectivement, je pense aux départements très fortement, du fait des DMTO qui fragilisent une grande partie d'entre eux aujourd'hui. Mais il y a des capacités d'investissement qui demeurent et les bailleurs sociaux qui sont également dans une situation adverse avec, au cours des dernières années, un choc inflationniste qui a rendu finalement l'acte de produire du logement extrêmement onéreux, ont quand même continué à investir, voire même amplifié leur niveau d'investissement, comme je le disais tout à l'heure, ce qui est important puisque quelque part nous sommes tous des acteurs d'intérêt général, en tout cas sur la très grande majorité
majorité des acteurs de la fabrique de la ville ont soit parce que c'est dans leur modèle l'intérêt général chevillé au corps, soit parce qu'il y a une responsabilité sociétale, comme cela vient d'être dit. Et c'est vrai que cette capacité à continuer à agir et à investir, même dans des périodes où les exercices comptables, budgétaires, les comptes de résultats sont moches, c'est, je pense, quand même un facteur de réassurance. Après, évidemment, il ne faut pas nier le fait que cette dynamique, elle est forte en 24, se confirme en 25. La question, c'est sera-t-elle soutenable dans les années à venir de la même manière? Donc évidemment, nous on le souhaite, on fait tout pour qu'elle le soit le plus possible, mais notre conviction, c'est que pour y arriver, il y a quelques éléphants dans la pièce qu'il faut qu'on arrive à adresser collectivement. Alors, il y a celui qui tourne autour des subventions, des questions budgétaires finalement et du soutien de l'État. Bon, là, je pense qu'il est important qu'entre nous, on se dise que c'est pas forcément vers là qu'il faut qu'on ait le plus d'attentes dans notre orientation et dans nos choix d'investissement des prochaines années. Donc, il faut qu'on s'intéresse aux autres éléphants. Et parmi ces autres éléphants, moi, il y en a un qui m'a énormément marqué dans les analyses qu'on a produites récemment, c'est la question des coûts. Le coût du foncier, le coût de construction, le coût de production. On a récemment, dans une étude sur le logement social, posé les chiffres de ce qu'on constate en tant que banquier de référence des bailleurs sociaux. Produire un logement social, aujourd'hui, ça coûte 27% de plus qu'il y a 7 ans. Rénover un logement social, ça coûte 80% de plus qu'il y a 7 ans. Alors avec évidemment un cahier des charges qui est plus exigeant aujourd'hui, ça joue beaucoup, mais pas que. Et l'autre point qui m'a frappé ici entre professionnels, ces chiffres sont connus, c'est la trajectoire du foncier sur les 10 dernières années, qui à mon avis est un sujet assez central. Et cet éléphant-là dans la pièce, il me semble que collectivement, il faut qu'on arrive à avoir au moins une transparence dans le dialogue entre les différents acteurs de la chaîne de valeur, des fournisseurs de matériaux, aux acteurs de la filière du bâtiment, aux aménageurs, aux maîtres d'ouvrage, pour avoir une analyse sur ces coûts. On a fait l'exercice, toujours dans cette même étude qui s'appelle Perspective et qu'on publie tous les ans au mois de septembre, qui projette à 40 ans la capacité d'investissement des bailleurs sociaux. Ce que nous dit cette étude cette année, c'est que entre les exigences de rénovation du parc et les exigences liées à la production de logements sociaux, où on aimerait retrouver 100 000 logements sociaux produits tous les ans, parce qu'il y a presque 3 millions de personnes qui sont en attente aujourd'hui d'un HLM, les bailleurs sociaux, aujourd'hui, par rapport à leur capacité à investir, doivent arbitrer entre les deux et donc sont amenés à réduire leur niveau de production, ce qui a des conséquences sur l'ensemble de la chaîne de valeur, puisque ça a été dit, aujourd'hui, le rôle des bailleurs sociaux est majeur pour soutenir toute l'industrie, les aménageurs, les promoteurs immobiliers, avec notamment les plans de rachat qui ont été lancés en 2023 et en 2024. Mais l'autre élément que dit cette étude, et je ne serai pas plus long pour cette première intervention, c'est que si on arrivait à faire évoluer les coûts de production seulement au rythme de l'inflation, on pourrait produire des dizaines et des dizaines de milliers de logements en plus. Et donc, si pour cela que nous, on va vraiment proposer à l'ensemble des acteurs de travailler sur un observatoire des coûts, de manière à pouvoir avoir un lieu de dialogue en transparence sur cette problématique-là, qui me semble vraiment extrêmement structurante et qui, pour une fois, n'est pas forcément, en tout cas pas directement, tributaire des pouvoirs publics. Juste un mot quand même avant de continuer à passer la parole, puisque vous évoquez les capacités des collectivités territoriales. Encore une fois, c'est un peu contre-intuitif ce que vous nous annoncez sur leur capacité d'investissement. Est-ce que ça revient à un raisonnement que moi, en tant que journaliste, j'entends tenir depuis longtemps par les banquiers qui prêtent aux collectivités territoriales? C'est l'analyse de, je dirais, leur équilibre, leur capacité d'équilibre budgétaire qui est contraint par la loi. Elles doivent voter des budgets en équilibre contrairement à l'État. Du coup, on analyse toujours une très forte capacité d'endettement. Est-ce que c'est votre cas aussi? Alors, ça me permet de compléter par rapport aussi à votre question sur le contexte plus macroéconomique. Bon, alors 2 points peut-être avant de répondre vraiment sur les collectivités locales. Il est vrai que
après des signes de reprise sur les crédits immobiliers au premier trimestre et au second trimestre, on est inquiet au troisième trimestre, parce qu'évidemment, le niveau de l'OAT 10 ans, qui était déjà très élevé avant ce qu'on a vécu en début de semaine et qui a pris 15 points de base depuis, donc c'est un niveau... Alors pas en valeur absolue, hein, la France s'est déjà endettée à des niveaux beaucoup plus élevés en valeur absolue, mais c'est ce niveau finalement ramené à l'économie réelle fait que probablement le niveau des crédits immobiliers qui avait un peu baissé risque de remonter. Donc ça va à nouveau régénérer un nouveau choc. En tout cas, voilà, on souhaite que non, mais il est fort probable que ce soit le cas. Donc ça c'est ce point que je voulais repréciser par rapport à votre question précédente. Concernant les collectivités locales, aujourd'hui, il y a un débat qui nous paraît pas pertinent dans le contexte actuel. C'est pour ça que je valorise beaucoup l'investissement local. Premièrement, est-ce que cet investissement il est vertueux ? Au cours des 10 dernières années, les investissements verts des collectivités locales, et mon voisin pourra certainement compléter sur ce point-là, ont été doublés. Donc, il y a aujourd'hui beaucoup plus de dépenses qui sont des dépenses liées à la transformation écologique, avec des projets liés à la mobilité décarbonée, à la rénovation des bâtis, aux infrastructures de gestion de l'eau. Ce sont des sujets qui sont hyper importants pour nos concitoyens et qui sont centraux dans la lutte face au dérèglement climatique. Cette capacité d'investissement, elle est rendue possible par une gestion qui est vertueuse des collectivités locales, qui ont, du fait de la règle d'or aujourd'hui, en réalité des comptes à l'équilibre, beaucoup mieux tenus que d'autres structures publiques, notamment l'État, et avec un niveau d'endettement qui est très faible finalement, puisque quand ils investissent 84 milliards, le niveau de dette annuel l'année dernière était de 24 milliards. Vous voyez, donc si on fait le parallèle avec le monde de l'aménagement ou le monde du logement social, où avec 15% de fonds propres, on a 85% de dette, là, ça n'a rien à voir. Donc il y a à peu près, on le voit, nous, 25% désormais de subventions en moyenne. Alors, ce qui ne veut pas dire que, bien sûr, sur certains projets, certains exécutifs locaux ne cherchent pas à maximiser le niveau de subvention, mais en moyenne, on est plutôt à 25% de subventions, 55% de dette et le delta en autofinancement. Ce niveau de dette a un peu augmenté, mais il est tout à fait soutenable. 24 milliards de dette, sachant que la contribution au déficit, c'est le delta entre les prêts qui s'amortissent et les nouveaux prêts. Donc l'année dernière, c'était 7 milliards uniquement. Est-ce que c'est vraiment un problème ? Vu tout ce que ça représente pour l'économie, pour nos territoires, et à quel point aujourd'hui on a besoin de cet investissement, d'avoir une contribution au déficit de 7 milliards. Voilà. Notre conviction, c'est que non, et que c'est tout à fait soutenable sans mettre en péril les collectivités locales et leur trajectoire. Après, évidemment, il y a des situations locales, il y a une hétérogénéité, il y a des strates qui vont être plus en difficulté et qui vont être plus contraintes que d'autres. Alors, on va demander l'avis de Hélène Pesquine, puisque le CEREMA, dont vous êtes directrice générale adjointe, travaille au quotidien, et c'est plus que travailler au quotidien avec les collectivités territoriales, puisqu'elles sont à votre conseil d'administration. Le CEREMA, on le rappelle, a changé de modèle et désormais est une espèce de structure in-house de ce point de vue-là. Et donc, cette question de la santé, des capacités des collectivités territoriales, vous devez la rencontrer quotidiennement. Comment analysez-vous leur situation ? Et puis, de façon plus large, comment est-ce que vous analysez les contraintes et les risques qui pèsent aujourd'hui sur l'aménagement ? Bonjour à toutes et tous. Alors effectivement, le CEREMA depuis 2023 a changé de gouvernance pour devenir le seul établissement public national et territorial. C'est-à-dire qu'en fait, on est à la fois une agence locale et une agence nationale avec un système d'adhésion des collectivités à l'établissement, comme une agence d'urbanisme ou un CAUE finalement. Ce qui fait qu'on a cette capacité à être la courroie de transmission entre des enjeux, des données et des politiques publiques nationales, celles de notre ministère de tutelle, enfin de nos ministères de tutelle, on ne sait plus très bien comment les nommer, aménagement du territoire et transition écologique, et de la demande et du besoin ressenti, exprimé par les collectivités locales en termes d'expertise technique, puisque notre rôle, par ailleurs, d'opérateur, c'est celui d'être l'expert technique. C'est comme ça
ça qu'on se présente aujourd'hui, national et territorial, sur l'adaptation des territoires au changement climatique, avec un rôle de prestataire d'études, d'expertise et de recherche sur ces questions d'évolution du territoire, de l'équipement et de l'aménagement face à ces enjeux nouveaux. Ce qu'on constate, nous, et ça a été dit très bien par Costa, c'est que la volonté des collectivités locales de continuer à se développer dans un sens aussi de se protéger contre des vulnérabilités nouvelles qui sont de plus en plus réelles et constatées, n'est pas du tout ralentie. Alors effectivement, là, on va rentrer dans 6 mois un peu particuliers, évidemment. Voilà, ce que disait Fadia. C'est très particulier, même si 6 mois qui précèdent l'élection du bloc communal. Mais nous, on n'a fait que constater, notamment depuis la période du Covid, cette volonté très forte des élus locaux de faire bouger leur territoire, et en particulier dans une logique de long terme, ce qui peut paraître un peu étonnant, mais on est dans un contexte où le national est dans une vision à très court terme, voire à la journée en ce moment. 48 heures, pardon. Voilà. Alors qu'on a des collectivités locales qui, malgré la durée des mandats, malgré, on le dit toujours, les élus regardent à 6 ans, etc., sont de plus en plus dans une logique de long terme avec les générations futures, sur les questions financières comme sur les questions environnementales. Et puis, au-delà de ça, il y a tout le sujet aussi des évolutions démographiques qui sont assez prégnantes sur un certain nombre de territoires. Nous, on travaille donc France entière, Hexagone et Outre-mer, et notamment dans les territoires ruraux, on va dire, ou peu denses, dans lesquels ces questions d'évolution démographique et de vieillissement de la population. Il y a une très grande diversité, c'est ça? Tout à fait. Situation. Et aux mêmes horizons que le 2030-2050 de la neutralité carbone et du changement climatique, on a des évolutions très significatives de la démographie qui vont devoir aussi être traitées par des projets d'aménagement. Et donc premier constat, oui, il y a une attente forte, une dynamique et une volonté de faire du côté des collectivités locales, et je ne suis pas surprise que les chiffres de l'investissement le montrent. Il y a aussi désormais un regard sur les crises qui se multiplient. À titre d'exemple, le CEREMA, on n'intervient pas en astreinte, en service de secours sur les crises, mais on intervient plutôt en analyse et expertise des dommages, notamment quand c'est des dommages sur des équipements ou des bâtiments publics. On a aujourd'hui 26 interventions à notre actif sur une dizaine de directions territoriales en 6 mois, enfin, depuis le début de l'année 2025. Donc c'est un phénomène qui s'accélère énormément. Et ce n'est pas que les plus visibles à la télé, les inondations bien sûr, ou les crues torrentielles. On a beaucoup aussi de questions liées à des mouvements de terrain, chutes de blocs en montagne, on en a vu aussi un certain nombre, qui sont des enjeux au quotidien désormais de gestion des patrimoines routiers, d'infrastructures, de bâtiments, d'espaces publics, de fonciers. Et donc cette question de l'anticipation des crises, de la capacité à être plus résilient en post-crise et donc de faire les investissements nécessaires pour éviter des coûts, et c'est là que je voulais en venir, est de plus en plus conscientisé par les collectivités locales. Et notre rôle à nous, agences techniques, c'est d'essayer de mesurer, d'abord de prioriser les actions pour rendre le territoire plus résilient et de mesurer la capacité d'investissement et d'intervention nécessaire pour justement éviter des coûts. Je pense que c'est vraiment le changement de paradigme aussi entre peut-être en quelques années, je dirais depuis 2020, c'est cette logique de dire en fait non seulement on pense long terme, mais on pense au coût évité plutôt qu'au coût d'investissement, on va dire un peu à fond perdu, que pourrait constituer l'adaptation des territoires au changement climatique. Et c'est peut-être une grosse évolution aussi par rapport à ce qui a été les 2 piliers de la transition écologique, depuis le Grenelle et depuis la loi de transition écologique. On disait, bon, il y a la décarbonation, enfin l'atténuation et l'adaptation. On avait mis le paquet sur la décarbonation parce qu'il y avait des solutions techniques, des marchés, que c'était rentable, assez vite rentable. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a réussi à signer l'accord de Paris, parce qu'il y avait un business derrière l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Énergie renouvelable, efficacité énergétique, etc. Et depuis quelques années, en tout cas en France, on constate que les autorités locales, les décideurs publics se tournent beaucoup plus vers les enjeux d'adaptation parce que c'est là qu'aujourd'hui ils ont un risque, y compris financier, de ne pas tenir, de ne pas soutenir finalement les coûts qui pourraient être engendrés par ces nouvelles crises. Alors, vous rejoignez Costa Castrinidis sur cette analyse d'un point tel essentiel qui est la recherche de l'économie sur les coûts. Et vous évoquez une prise de conscience générale, enfin diversifiée plus exactement. Mais qu'en est-il des capacités à faire pour le coup? Parce que c'est aussi la question. Est-ce que, au-delà de cette conviction, je dirais, comment faire et quels freins analysez-vous? Quelles incertitudes pèsent aujourd'hui sur la capacité à faire? On a parlé du cycle électoral municipal, bien sûr.
bon, on le connaît depuis très longtemps, donc ce n'est pas une nouveauté non plus. Et au-delà, comment est-ce que vous analysez les incertitudes qui pèsent sur la capacité à faire pour les aménageurs et les collectivités ? Alors, si je fais un petit retour en arrière, les dernières années ont été très marquées par le débat sur le zéro artificialisation nette. Certes. On ne sait pas très bien où ça va nous conduire demain, mais en tout cas, je trouve qu'il est très exemplaire de la manière dont la prise de conscience se met en place sur le terrain. On a eu un débat qui politiquement était très tendu, très clivé, entre des élus locaux qui ne voulaient pas qu'on leur impose une règle par le haut, et puis voilà, des objectifs nationaux qu'on peut partager de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers. Et de la biodiversité. Et donc on l'a perçu au niveau national comme un sujet hyper clivant. En réalité, ça a fait rentrer dans tous les conseils municipaux de France la question du modèle d'aménagement. Toutes les intercommunalités, tous les opérateurs urbains se sont posé la question d'aménager de manière plus sobre. Donc ça a été en fait très salutaire sur le questionnement un peu collectif de nos modèles d'aménagement. Et je pense que c'est ça qu'on va retenir finalement du débat sur le ZAN. Je ne saurais pas dire aujourd'hui, surtout aujourd'hui, ce qui va en rester réglementairement ou dans la loi, puisqu'en plus il y a eu beaucoup de retouches sur ces textes législatifs. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a posé la question de nos modèles d'aménagement, de la manière dont ils sont construits aussi avec des acteurs publics et privés, du fait que le foncier à la fois apparaît et disparaît. On s'est tout d'un coup posé la question de la ressource foncière et immobilière des tissus existants qui finalement n'étaient pas vraiment à l'agenda des opérations d'aménagement au sens un peu institutionnalisé du terme. Aujourd'hui, nous, on regarde cette question à la fois un peu comme un effet de bonus-malus entre du foncier qui va disparaître, sur lequel on sait qu'il y a des vulnérabilités très fortes, du foncier littoral, du foncier inondable, des zones de moins en moins accessibles, par exemple dans des vallées de montagne, et du foncier ou de l'immobilier qui apparaît, qui s'enfriche, et sur lequel il va falloir trouver des modèles d'aménagement et de reconversion et de transformation nouveaux. Alors évidemment, dans un premier temps, c'est innovant, il faut être un peu créatif, c'est pas les métiers historiques, on doit parler à plein de gens qu'on ne connaissait pas, qui sont des voisins, voilà, des propriétaires privés, etc. Et donc ça coûte plus cher. Les premières années seront forcément des années d'expérimentation. Mais je pense qu'on est dans un mouvement de fond de transformation de ces modèles d'aménagement qui finalement a été généré par ce débat national un peu tendu. Alors on va en reparler, mais je vois que en fait vous voyez plutôt l'aspect positif de la motivation qui saisit les acteurs de terrain, plus que sur les difficultés à faire. Fadia Karam quand même a pointé 2-3 problèmes actuels, hein, mais... Non, ce que je veux dire, c'est que ça va demander de la créativité, que ce n'est pas évident. Oui. Mais vous le disiez très bien vous-même, hein, les acteurs ont commencé à se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire faire différemment. Je ne dis pas que ça ne va pas coûter plus cher, je ne dis pas qu'on va avoir un sujet de financement à la fois public et privé, d'endettement, d'investissement. Mais d'abord, notre rôle à nous au CEREMA, c'est pas tant de définir les modèles économiques que plutôt de pousser vers des solutions plus vertueuses. Donc je me place pas non plus dans le rôle d'un acteur du marché, puisque c'est pas notre rôle. Je considère par contre qu'on pourrait être un interlocuteur pertinent pour prioriser l'action et identifier les impacts finalement un peu sous la forme d'une responsabilité sociale des collectivités ou de leurs opérateurs vis-à-vis de la performance environnementale des projets qui sont les leurs. Bon, on va en reparler. Alors, Baptiste Périssin-Faber, même question pour vous. Comment aujourd'hui analysez-vous les éléments d'incertitude qui pèsent sur l'activité d'aménagement des territoires? Vous en êtes un grand financeur, hein, notamment par les programmes de décarbonation de l'industrie, on pourrait en parler, hein, qui ont un impact territorial fort. Là aussi, ça pourrait être un sujet. Mais aujourd'hui, ce chapelet d'incertitudes, de contraintes, de risques, comment est-ce que vous les analysez? Est-ce qu'elles ont changé? Est-ce que ce chapelet s'est renforcé et plus fort aujourd'hui? Et est-ce qu'elles ont un impact sur l'analyse qu'avait fait l'ADEME dès 2019, des différents scénarios à long terme pour tenir des trajectoires d'adaptation au changement climatique? Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, dans ce contexte d'incertitude forte, je pense qu'on a d'autant plus besoin de se projeter. Oui. Et donc ces exercices de prospective ont d'autant plus de valeur qu'on est aujourd'hui dans cette situation très incertaine et a fortiori pour les aménageurs
dont les investissements forcément vont imprimer leur marque pour les décennies à venir dans la fabrique de la ville à venir. Et finalement pour l'aménageur 2050, qui est notre date un peu fatidique pour la neutralité carbone, c'est pas si lointain que ça. Et donc, effectivement, en 2021, on avait publié 4 scénarios vers la neutralité carbone qui représentaient différentes visions du monde. Il y avait des scénarios qui étaient très frugaux, où on poussait très loin la sobriété, donc on allait très loin dans le changement de comportement, et puis des scénarios plus technophiles, où on allait chercher les technologies vertes, ou alors des technologies de réparation et dégâts environnementaux qu'on aurait pu causer en business as usual. Donc là, on va, dans ce contexte-là, on va relancer, on a relancé les travaux, on a annoncé il y a quelques jours qu'on relançait des travaux pour publier fin 2026 4 nouveaux scénarios dans ce nouveau contexte. Alors ça sera 4 et non plus 3. Il y en a 4. Il y en avait 4, il y a 4 et puis un scénario de référence. J'ai oublié le parc irréparateur. Voilà, on avait des noms un peu poétiques. Oui. Et donc là, on va faire un travail beaucoup plus partenarial que la fois précédente, puisqu'on va associer RTE sur la partie mix électrique, on va associer Natran sur le gaz, on a le CEREMA et France Stratégie sur la partie eau, on va travailler sur la biodiversité avec la Fondation pour la recherche pour la biodiversité, et puis sur le numérique avec l'INRIA. Et donc on s'est dit, pourquoi il faut actualiser ces scénarios ? Parce qu'effectivement, le monde a changé. Il y a plus d'incertitudes et le monde a changé. Évidemment, sur la géopolitique, je ne vais pas vous faire un dessin, la guerre en Ukraine, la crise énergétique, la guerre commerciale actuelle changent quand même profondément ce que le reste du monde va faire sur ce sujet. Et donc, on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. RTE, dans son exercice de prospective, avait parlé de façon un peu adoucie de mondialisation contrariée. Voilà, nous, on va essayer de mettre des chocs assez forts sur cette dimension géopolitique. Une autre dimension qui a beaucoup changé, on va dire le numérique, forcément, l'IA va impacter considérablement le marché du travail et même la consommation d'énergie. Donc ça, il faut qu'on introduise cette composante-là. Les enjeux d'adaptation au changement climatique, Hélène l'a rappelé, c'est le chantier du siècle et c'était une dimension qu'on avait peu abordée dans le précédent exercice. Et aujourd'hui, il faut vraiment que ce soit au cœur des scénarios. Et puis les enjeux de réindustrialisation aussi, qui sont beaucoup plus forts qu'il y a 5 ans. On voit aujourd'hui qu'il y a des enjeux de souveraineté dont les termes du débat sur la souveraineté sont quand même très différents d'il y a quelques années. Donc on travaille d'arrache-pied pour être prêt fin 2026 avec ces nouveaux scénarios qui pourront, je l'espère, éclairer le débat public d'une façon objective. Oui. Et puis donner la capacité aux acteurs, parce qu'après il y aura des déclinaisons sectorielles de tous ces scénarios, de se projeter à 2050 dans un monde décarboné. Quelle est la demande pour mon secteur, quels sont les grands choix structurants et les impasses surtout de certains investissements. Aujourd'hui, ça se traduit comment déjà dans l'action de l'ADEME ? Vous n'avez pas besoin de ces nouveaux scénarios pour déjà commencer à vous orienter sur les sujets clés que vous venez de citer. Non, effectivement, et en dépit de l'incertitude dont on parlait au départ, on a encore des fondamentaux qui nous permettent d'agir. Alors, nous, à l'ADEME, fondamentalement, on a 2 métiers, l'expertise et le financement. Et sur ces 2 jambes-là, on peut continuer à travailler. Il y a une continuité, je dirais, de l'action publique sur ces sujets-là. En particulier, vous avez parlé de la décarbonation de l'industrie avec France 2030, c'est des fonds pluriannuels, donc ça donne quand même de la visibilité à plus long terme. On a nos fonds historiques, le fonds chaleur qui est devenu très structurant pour les collectivités, notamment, puisque décarboner via des réseaux de chaleur urbains, ça permet de protéger ses concitoyens contre les fluctuations du gaz. Et on travaille avec la Banque des Territoires, notamment sur le sujet, pour aussi donner accès aux bailleurs sociaux, raccorder les bailleurs sociaux au réseau de chaleur. Et puis je donnerai juste un chiffre, là c'est plus un chiffre économique sur le fonds chaleur. À chaque fois qu'on investit 1 euro public dans le fonds chaleur, c'est 2 euros en moins d'importation de gaz. Donc c'est en termes d'indépendance énergétique, en termes d'impact sur la balance commerciale, c'est quand même très puissant. Et c'est pour ça d'ailleurs que le fonds chaleur il a été maintenu à des niveaux élevés en dépit des contraintes budgétaires
de l'équation budgétaire de l'État compliquée, le fonds chaleur, il est sanctuarisé parce que c'est un retour sonnant et trébuchant pour le pays. Et puis, il y a notre deuxième jambe, à côté du financement, qui est l'expertise. Parce que pour beaucoup de sujets, pour déclencher l'action, on n'a pas forcément besoin de plus d'argent public. On a besoin d'avoir les bonnes méthodologies, d'avoir les bonnes lunettes et les bons indicateurs pour évaluer les projets. Donc je m'explique. Donc, pour les entreprises, on a développé une méthodologie qui s'appelle ACT, pour Accelerating Climate Transition. Tout est en anglais parce que sinon ça fait trop franchouillard et les entreprises ne veulent pas l'adopter. Et donc là, avec cette méthodologie, on essaye d'évaluer la crédibilité des plans de transition des entreprises. Et ça, c'est de plus en plus demandé par les investisseurs qui veulent savoir si ils investissent ou s'ils font un prêt à ces entreprises, si ces entreprises seront bien robustes dans un monde futur décarboné avec les impacts du changement climatique. Donc ça, c'est un premier élément pour les entreprises. Et pour les collectivités, là, on a une méthodologie qui s'appelle Territoire engagé pour la transition écologique. On a un EPCI sur 2 en France qui est lancé dans la démarche, donc c'est massif. Et là, ça donne un tableau de bord sur tous les sujets de la transition écologique avec les bons indicateurs clés et qui permet aux collectivités finalement de savoir par quel bout commencer si elles veulent travailler sur leurs déchets, sur la chaleur, sur la qualité de l'air, sur l'adaptation au changement climatique. Et donc, comme ça, elles vont pouvoir progresser avec ce tableau de bord sur ces différentes dimensions. Et ça, c'est très important. Il n'y a pas que les sous. Il y a aussi équiper les acteurs avec les bonnes méthodes pour faire les bons investissements. C'est l'accompagnement qui passe par différents plans d'accompagnement des collectivités. Je pense notamment à ce que nous, à Cadre de Ville, on a contribué à faire connaître tout ce qui contribue à la planification locale vertueuse, intégrant par exemple l'économie foncière, le ZAN, ou de façon générale la transition ou l'atténuation des effets du changement climatique. Tout à fait. Et il y a beaucoup de choses qui existent. Alors après, ce qui est vrai aussi, c'est que parfois ça pouvait apparaître un peu dispersé entre les différents opérateurs. Il y a eu beaucoup de réflexions sur, évidemment, les collectivités ont besoin d'ingénierie. L'ingénierie, elle est un peu dispersée. Comment on peut rendre aussi plus lisible cette action-là? Et là, on a beaucoup travaillé, notamment avec le CEREMA, notamment sur les sujets d'adaptation. On insiste un peu lourdement sur le sujet, mais parce que c'est quand même le chantier du siècle. Mais je crois qu'Hélène Pessine a bien montré à quel point ça prend à la gorge. Effectivement. Et tous les opérateurs de l'État étaient interpellés par les collectivités, selon leur métier. Les agences de l'eau, évidemment, travaillent avec les collectivités. Météo France travaille avec les collectivités sur ces sujets-là, l'ADEME, le CEREMA. Et donc, on s'est dit, pour que ce soit plus lisible, il faut qu'on crée un lieu, une sorte de guichet unique qui va permettre de comprendre les besoins, recevoir les besoins des collectivités et les réorienter ensuite vers les offres qui existent au sein des opérateurs de l'État. Et donc c'est la mission adaptation qu'on a créée avec le CEREMA. Maintenant, il y a des référents ADEME-CEREMA qui recueillent ces besoins des collectivités et qui réorientent vers les agences de l'eau, vers l'OFB, vers Météo France ou vers le CEREMA et l'ADEME, pour que ce soit très lisible, très simple dans le parcours utilisateur, je dirais, des collectivités. Oui. Alors que Kostas Gastrinidis, on rentre là dans des sujets d'action territoriale. À l'instant, Baptiste Péry-Saint-Faber vient de parler de partenariat entre opérateurs de l'État, mais aussi bancaires, évidemment. Comment se tisse aujourd'hui une action de soutien, je dirais, au FER au niveau local, puisque c'était le sujet de départ là, sur lequel on s'interroge sur les capacités à faire, ce qui bloque, mais aussi ce qui favorise. Donc aujourd'hui, la Banque des territoires, vous êtes même à l'échelle du groupe, si je ne me trompe pas, référent de l'ensemble des programmes territoriaux que conduit et que porte la Caisse des dépôts. Donc comment est-ce que ça s'articule? Parce qu'effectivement, si chacun travaille de son côté, on a des risques de doublement et d'inefficacité, certainement. Oui, et je pense qu'il faut vraiment qu'on simplifie. Il faut vraiment qu'on simplifie les choses parce que c'est le retour qu'on a quotidiennement. Les porteurs de projets, quels qu'ils soient, ils ont besoin qu'on les accompagne avec de la stabilité sur les exigences, du soutien
clair sur les moyens financiers et puis le plus de simplicité possible dans les dispositifs d'appui et d'accompagnement. C'est dans ce sens-là qu'on déploie effectivement à la Banque des Territoires un certain nombre de programmes. Ces programmes sont soit des programmes territoriaux, Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, dans les quartiers politiques de la ville, soit des programmes thématiques, la rénovation des bâtiments scolaires avec EduRénov, les infrastructures de gestion de l'eau avec Aquagir, le logement étudiant. Je salue la directrice du programme, Isabelle Bonnejoin, qui est ici. Salut Isabelle. Avec ce programme Agile sur le logement étudiant qui a vocation à produire 75 000 logements étudiants dans les 5 prochaines années. C'est un enjeu majeur pour le pays. Un programme sur la santé et le grand âge, également un enjeu majeur du fait des enjeux démographiques que Hélène rappelait. Ces programmes, leur vocation, la première, c'est de venir en appui de notre stratégie. Donc la Banque des Territoires, elle a un plan stratégique avec 3 grands axes, la cohésion sociale et territoriale, la transformation écologique et la souveraineté énergétique. Tous ces axes ont vocation à constituer une boîte à outils à destination des porteurs de projets, des acteurs territoriaux, qu'il s'agisse des exécutifs locaux, des bailleurs sociaux ou des entreprises, puisque avec nos différents métiers, que ce soit l'ingénierie, le prêt ou l'investissement, notre rôle est aussi de faire levier sur le secteur privé et de faciliter finalement des partenariats publics-privés. Ces partenariats sont au cœur de la manière dont on adresse ces programmes. Aucun de ces programmes ne serait possible si on ne travaillait pas avec des partenaires publics et privés. Quand on intervient dans les territoires politiques de la ville, on ne ferait rien sans l'ANRU, dont je vois des représentants ici que je salue également. Quand on intervient sur la décarbonation du logement social, on ne ferait rien sans l'ADEME, Baptiste l'a rappelé à l'instant, qui nous accompagne sur la décarbonation du logement social. Quand on travaille sur le foncier disponible et le foncier industriel, on ne ferait rien sans le CEREMA, avec qui on a lancé un site à destination justement de la réindustrialisation qui s'appelle France Foncier Plus. Ce travail partenarial, pour nous, on l'internalise parce que si on montre la complexité du nombre d'acteurs qui interviennent aux porteurs de projets, ça en tue l'amour. Donc notre rôle à nous, c'est d'internaliser cette complexité qui est une chance, puisque ça veut dire qu'on a besoin d'équipes pluridisciplinaires, on a besoin de ces croisements d'expertise. Mais si au final, vis-à-vis du terrain, tout ça apparaît comme on a 40 canaux différents à qui il faut s'adresser, en fait, ça crée une complexité qui freine en fait le passage à l'acte. Hier, on avait notre comité des partenaires sur notre programme EduRénov sur la rénovation des bâtiments scolaires. Il y a 48 partenaires publics et privés, c'est formidable. La dynamique qui se met en place sur ce programme, on a maintenant presque 5500 écoles qui sont en cours de rénovation. On en aura 10 000 dans 18 mois maintenant. Bon, ça se déploie sans avoir un soutien très fort politique, mais ça se déploie par la force de traction des acteurs qui jouent tous un rôle remarquable, qu'ils soient publics ou privés. Mais finalement, tout ça, quand on le présente pour accompagner les porteurs de projets, tout l'enjeu, c'est que ce soit le plus simple possible, que ce soit un parcours, et que ce parcours, il accompagne les porteurs de projets simplement. On a encore du travail, je ne dis pas qu'on est au bout de ce travail de simplification, mais il m'apparaît comme vraiment l'orientation majeure vers laquelle il faut aller, puisque tout ce qui a été dit le montre bien. Au cours des dernières années, il y en a beaucoup de sujets qui sont venus se superposer les uns sur les autres. Hélène le rappelait, c'est vrai que sur les volets climatiques, je l'ai perçu beaucoup en tant que financeur, pas en tant qu'expert du sujet, mais on a commencé par adresser la question du thermique, puis la question du carbone. Aujourd'hui, effectivement, remontent des territoires, et c'est tout à fait légitime, que ce sont les aléas climatiques et les risques climatiques que vous allez adresser dans le programme de cet événement, qui est d'ailleurs très, très bien fait, avec des exemples très concrets. C'est la préoccupation aujourd'hui, c'est l'adaptation et le traitement des aléas climatiques.
on n'a pas de chiffrage aujourd'hui, on ne sait pas ce que ça veut dire en fait. Combien de milliards seront nécessaires pour intégrer cette question de la prise en compte des risques climatiques sur nos différents métiers et sur l'ensemble de l'industrie. Et cette superposition, elle a conduit à fonctionner un peu par à-coups. Donc on s'est mis en mouvement sur le thermique, puis on s'est mis en mouvement sur le carbone, puis on s'est dit, bon, il y a la sobriété foncière, comment on l'intègre? Maintenant, on a les aléas climatiques. Aujourd'hui, ça y est, on sait sur l'ensemble de ces sujets-là, globalement, quelles sont les exigences. Ce qu'on souhaite, c'est que ce soit stable, que ça n'y ait plus d'aller-retour pour permettre de travailler plus sereinement. Et ensuite, il faut des solutions qui soient adaptées à la maturité de chacun de ces sujets. Il y a des problématiques pour lesquelles on est déjà en train de les adresser très clairement parce que les projets sont à l'œuvre. Je pense à la rénovation thermique, c'est très clairement aujourd'hui un acquis qui se déploie très très vite, en tout cas dans le secteur public et sur le secteur du logement social. La décarbonation, on en est encore loin. Il y a encore énormément d'actions à mener sur ce volet-là. Et sur l'adaptation, on est plus dans une phase de diagnostic, de compréhension finalement du niveau des investissements. Donc il faut que les solutions qui soient apportées aux porteurs de projets soient très adaptées à cette maturité et qu'elles reposent sur un pilier d'ingénierie technique, un pilier d'ingénierie financière et puis des moyens pour investir et pour agir avec une sérénité, puisque ce sont des investissements sur le temps long. Juste un mot complémentaire sur le logement, puisque effectivement, je pense que pour les aménageurs... Ça a été déjà beaucoup évoqué. Oui, les aménageurs qui sont présents ici, le destin de l'aménagement et de l'industrie immobilière est complètement lié. Aujourd'hui, nous, voilà, on est en train de travailler à une feuille de route pour amplifier notre rôle face à la crise du logement. On a déjà l'année dernière financé 2 logements sur 5 en France, c'est énorme. C'est-à-dire que la Caisse des dépôts, la Banque des territoires finance 2 logements sur 5 en France aujourd'hui. Ça sera le cas encore en 2025 avec la dynamique qu'on a. On devrait atteindre 100 000 logements sociaux mis en chantier en 2025, ce qui est un objectif avec lequel, sur lequel on travaille de manière ardue. Mais maintenant, pour pouvoir amplifier ce travail-là, il faut encourager encore plus le développement du logement intermédiaire. On en est l'acteur, le groupe en tout cas, on est l'acteur principal puisqu'on a initié ce produit il y a une dizaine d'années maintenant via CDC Habitat. Aujourd'hui, on est le premier financeur du logement intermédiaire. On a annoncé au congrès HLM une enveloppe de 10 milliards pour soutenir la production de logements intermédiaires vers les classes moyennes, pour améliorer le parcours résidentiel. On soutient le bail réel solidaire qui est un produit très intéressant pour justement redonner de la solvabilité aux ménages et relancer la machine de l'accession. Là aussi, on a fait des annonces pour pouvoir amplifier notre rôle. Et les 2 derniers sujets, qu'on n'aura pas le temps de développer tout de suite, mais on est convaincus qu'il y a une nouvelle économie du foncier qui doit émerger et on met en place des dispositifs pour la soutenir. Et puis, que le nouvel urbanisme, celui qui transforme les actifs qui sont déjà là, je pense notamment aux entrées de ville, je pense aux quartiers de bureaux, est clairement un gisement majeur en fait pour l'évolution de nos métiers. Récemment, ICAD et l'ACET a sorti un baromètre très intéressant sur les entrées de ville que je vous invite à regarder, qui nous dit que finalement il y a un potentiel là de 1,6 million de logements au cours des 10 prochaines années qui pourraient être produits par la transformation des entrées de ville, et qui nous dit aussi que 2/3 des Français sont favorables et prêts à aller s'installer dans ces entrées de ville si elles sont repensées. Donc il y a des raisons de rester optimiste. C'est le message que je voulais passer. Très bien. Hélène Pesquine, de votre côté, qu'en est-il de votre capacité à agir aujourd'hui? On l'a compris, en partie en partenariat avec d'autres opérateurs, mais pas seulement. Alors j'en profite pour rebondir avec cette question sur ce qui vient d'être dit. La première chose, et je remercie Costa et Baptiste de montrer la complémentarité entre les différentes agences publiques, c'est qu'il y a un autre enjeu dans le rôle des agences publiques, c'est celui de la capitalisation des informations et des données. Le CEREMA produit un certain nombre de données, par exemple sur les vulnérabilités territoriales, les îlots de chaleur urbains qui sont dessinés à l'échelle quasiment cadastrale sur 90 agglomérations en France. Évidemment, la submersion et le retrait du trait de côte, les inondations, un certain nombre de risques qui ont à la fois un impact très territorial, mais qui sont consolidés
à l'échelle nationale. Donc cette donnée-là, elle est capitalisée. Elle est aussi capitalisée dans le cadre de nos échanges sur la mission adaptation avec les collectivités locales, dans un centre de ressources qui s'appelle le CRAC, Centre de ressources sur l'adaptation au changement climatique, et qui à la fois récupère des retours d'expérience très concrets de solutions co-construites avec les collectivités locales, un certain nombre d'outils financiers, et puis ces données de référence, on va dire, nationales. Donc on est aussi les acteurs de la consolidation finalement, de la compréhension des enjeux et de la capacité à y répondre. Et je pense que c'est important en ce moment de défendre aussi un petit peu ce modèle des opérateurs publics nationaux. Le deuxième point, c'est que je voulais rebondir, et ça renvoie aussi à notre rôle, sur les enjeux socio-économiques. Finalement, nous, on les regarde sous un angle un peu différent peut-être du modèle d'aménagement au sens bilan financier, bilan équilibré des opérations d'aménagement ou de l'investissement local. Nous, on se pose plus la question face aux enjeux qui sont ceux portés par les collectivités, de l'habitabilité et de l'assurabilité des territoires, qui sont aujourd'hui devenus des enjeux clés. Alors l'habitabilité, on pense par exemple aux très fortes canicules des derniers mois. Hein. On a un certain nombre de bâtiments aujourd'hui, notamment des logements, qui vont devenir beaucoup moins habitables. Évidemment aussi du foncier menacé, on en parlait à l'instant, mais peut-être même des vallées entières qui ne seront plus accessibles demain, y compris dans des territoires qui sont aujourd'hui très fortement mobilisés sur l'activité économique liée à la montagne. Et donc, on doit se poser la question à la fois au niveau local et au niveau national de la géographie de cette habitabilité en 2030 et 2050. Et c'est un enjeu très crucial. Ça se joue, encore une fois, à l'échelle très micro et des très programmes d'adaptation dont parlait. Voilà, on défend même un peu une logique de géographie prioritaire de l'adaptation, sur lesquelles on devrait se poser la question du renoncement à un certain nombre de territoires qui deviendraient beaucoup moins habitables ou de leur transformation lourde. Et le corollaire, c'est l'assurabilité. On a vu exploser les coûts d'assurance des bâtiments publics des collectivités locales, à la fois pour des sujets de sécurité publique et des sujets de changement climatique. Et ça devient là aussi un enjeu financier d'équilibre entre la capacité d'investissement et les coûts de fonctionnement, les charges qui sont celles des collectivités locales. Cette question de l'assurabilité, nous, on la voit du côté des acteurs publics, mais en réalité, elle existe aussi du côté des acteurs privés, individus et entreprises. Et elle est un très gros enjeu aussi devant nous. En tant que CEREMA, ce qu'on pourrait préconiser, c'est d'avoir une meilleure connaissance de la vulnérabilité des actifs, publics comme privés, pour pouvoir déployer des plans d'action qui rassureraient les assureurs par rapport à la capacité de résilience des territoires ou des bâtiments ou des actifs concernés. Donc pour moi, c'est peut-être les deux enjeux socio-économiques sur lesquels un établissement public comme le nôtre peut essayer de jouer un rôle on va dire d'opposition à un mouvement qui lui est qui surenchérit beaucoup finalement le coût de l'aménagement et le coût de la décision publique. Et puis peut-être le troisième point dont je voulais parler, parce que ça renvoie à des décrets circulaires qui sont parus cet été, c'est la gouvernance avec un rôle du couple préfet et maire qui est en train d'évoluer. Et on disait les territoires sont très précurseurs, très dynamiques sur la question de l'adaptation, de la transformation de la ville. Je le crois vraiment, peut-être plus que l'État aujourd'hui, notamment avec la disparition des fonds verts d'Action Cœur des Villes, dont on ne sait pas très bien quel est le devenir, etc. Ce couple maire-préfet, il va vraiment jouer un rôle très structurant dans l'avenir, notamment par rapport à ces questions de crise nouvelles et de vulnérabilité nouvelle qui se partagent un peu entre la partie, on va dire, sécurité civile dédiée à l'État et puis de l'aménagement et de la transformation vers plus de résilience des territoires qui est entre les mains et les compétences des collectivités locales. Merci. Fadia, alors est-ce que vous avez entendu beaucoup de choses? Ça doit vous rassurer. Merci, en partie par rapport au sujet d'incertitude que vous pointiez en commençant. Non, je plaisante, mais parce qu'évidemment, vous connaissez bien le chapelet d'actions qui se combinent aujourd'hui pour venir en appui aux acteurs de terrain. Aujourd'hui, vous-même, en tant que propriétaire foncier, vous l'avez rappelé tout à l'heure, pouvez aussi jouer un rôle. Costa Catrinis a rapidement évoqué les questions foncières, notamment il y a deux informations récentes qui impliquent la Banque des Territoires avec des acteurs locaux de l'aménagement, Grand Paris Aménagement d'un côté, un établissement public foncier, les PORA de l'autre. On sent que les acteurs fonciers, quand même, on se tourne en partie vers eux sur ces enjeux, notamment de surcoût, de surenchérissement. Aujourd'hui, vous avez rappelé à quel point vous étiez bon élève, et ça, le bilan, je dirais, de l'engagement que vous aviez pris de soutenir la production de logements, il est indéniable.
Mais par ailleurs, dans l'ensemble de vos capacités de mobilisation de votre foncier, aujourd'hui, par exemple, comment est-ce que vous êtes impacté par ce que nous disait Arnaud de Rocchigny, le directeur de SNCF Immo l'année dernière, par exemple, c'est la sollicitation de plus en plus forte du transport public, du transport par train, transport ferré, et de fait qui peut-être va modifier un petit peu votre capacité à libérer du foncier pour des projets urbains. Comment est-ce que ça se passe de ce point de vue-là ? Le transport, c'est l'outil numéro un de développer les territoires. Oui. Surtout de décarboner aussi les Bien territoires. Surtout qu'il y a beaucoup de projets. Donc il y a des projets qui lient des régions entières comme la ligne Provence-Côte d'Azur, la ligne LMPCA, qui va créer des grandes gares nouvelles. Et qui va être vraiment un incubateur de développement urbain. Donc nos fonciers, mais les fonciers des autres, parce qu'il y a pas mal d'activités, de zones d'activité qui vont voir peut-être leur sœur se transformer par des gares nouvelles qui se créent à proximité. Donc c'est loin d'être antinomique, c'est une chance. Nous, dans tous les cas, SNCF Immobilier, d'abord, on le prend comme une chance, une opportunité de réfléchir des stratégies foncières, surtout qu'on agit à l'échelle nationale avec toutes les régions, avec des élus aussi, je partage tout à fait, qui ont envie de faire, qui ont envie de transformer la ville, l'enrichir, faire du logement, mais aussi du développement économique et faire des services de proximité. Et donc, on poursuit ce travail, mais comme là, on l'a toujours fait, c'est-à-dire faire la ville sur le rail, c'est une histoire de, moi je l'appelle toujours de la broderie, parce qu'il va falloir définir ce qui est utile, pas utile, et redéfinir des zones. Et parfois, il y a des zones qu'on n'a pas imaginé qu'on va pouvoir les faire muter, deviennent mutables. Donc, pour nous, c'est un vrai levier sur des fonciers qui sont des réservoirs de développement urbain, qui sont des fonciers artificialisés, pas toujours friches, parce que parfois ils sont occupés, voire bien occupés, et qui coûtent cher pour qu'on puisse les rendre consommables sur le plan urbain. Mais on fait ça, on est dans cette continuité, parce que le groupe SNCF est engagé dans le développement du territoire. Et donc, voilà. Après, qu'est-ce qu'on en fait, ces opérations, ou bien qui sont faites par les aménageurs territoriaux. Donc, on a pas mal avec qui on travaille très très bien, comme Europolia, les EIN, Euratlantique, ou Remède, à qui on vend des fonciers parce que l'offre de transport s'est développée. Et donc, c'est très bien parce qu'ils vont transformer la ville et on les aide. Et parfois, on trouve des partenariats avec eux sur des zones un peu peut-être plus complexes techniquement. Et que peut-être l'opérateur local aura du mal à porter le foncier parce qu'il représente beaucoup de libération. Et c'est là où Espace Ferroviaire intervient pour faire des sous-aménagements dans l'aménagement, mais dans une cohérence d'ensemble. Donc on est investi par le foncier, on est investi par le fait que le portage foncier est fait par le groupe et non pas par l'aménageur qui va acheter. Donc on trouve des solutions pour qu'on poursuive certainement le développement des territoires. Et que les quartiers qu'on fait, donc on habille la barre très haute et on travaille beaucoup avec l'ADEME sur des sujets surtout santé. On travaille avec le CSTB, avec les outils Urban Print sur le pilotage de bilan carbone des opérations. Mais là, on est dans la mesure, dans l'objectivité de ce qu'on fait, dans aussi l'aide à la décision pour prendre les bonnes décisions et les bonnes mesures pour qu'on soit juste, économe dans ce qu'on fait pour aller vers l'objectif de la trajectoire carbone en 2030. Donc on essaye de faire le plus scientifique possible et c'est très aidant et ça fait monter toutes les équipes en compétences et ça a fait adhérer aussi avec nous des partenaires sur le sujet santé. On travaille aujourd'hui avec des investisseurs comme la Française, AXA, et donc pour qu'on puisse définir des indicateurs de santé dans les constructions.
au-delà des études d'impact santé quartier. Donc voilà, on est dans le faire bien, dans le sens du confort de l'utilisateur final, qu'il soit un habitant ou un travailleur dans un immeuble de bureau, mais de faire bien dans les quartiers, parce que c'est ces lieux qu'on transforme dans une politique 100% ZAN, puisqu'ils sont artificialisés, on les verdit à 50%, on crée de la biodiversité, l'îlot de chaleur que vous indiquez donc, devient un îlot de fraîcheur, quasiment 70 à 80% des matériaux évacués du site sont réutilisés in situ, donc on est dans l'économie circulaire, les constructions sont visées à biosourcer pour faire aussi des constructions qui sont à faible impact carbone. Tous les quartiers, il y a des boucles de chaleur. Donc on prépare l'avenir dans le sens de la résilience climatique, mais on voit, et c'est là où c'est vraiment très intéressant aussi qu'on travaille avec vous, on voit aussi venir les contraintes macro de sujet d'inondabilité des sites qui s'aggravent et que le temps long, quand on attend beaucoup, comme on est en train d'attendre. Oui. Donc, entre-temps, les documents nationaux durcissent sur les conditions d'inondabilité du site. Et ça, c'est difficile à intégrer dans un projet qui est en cours ou qui était posé dans ces éléments principaux. Là, ça bouscule totalement les économies des projets. Alors justement, peut-être pour finir tous les quatre, parce qu'on va approcher de l'heure, et pour atterrir et faire une transition avec les projets qui vont être la matière de cette journée, vous l'avez rappelé, il y aura 35 ou 36. Rapidement donc, chacun, tous les quatre, quelles sont les nouvelles formes de montage de projets auxquelles vous croyez dans le contexte qu'on vient de dresser? On sent bien qu'on est dans un moment de basculement et d'attente, vous venez de le dire, Fadia Karam. Quel type de montage aujourd'hui, de modèle économique, de terrain pour le coup cette fois, et non plus au moment des programmes ou de l'expertise ou de l'analyse, pour le faire aujourd'hui, auquel vous croyez, même si il va falloir parfois renoncer à faire, accepter des temps morts, enfin voilà, on l'a bien compris, mais malgré tout, vous sentez qu'on va vers de nouveaux types de modèles. Fadia Karam, peut-être la première, puis je vous passerai la parole à chacun. Donc, bien sûr, il faut être pragmatique, il faut trier, hiérarchiser, prioriser, parce que personne n'est capable de continuer sans cette prise de recul pour réorienter, flécher les investissements, parce que dans tous les cas, ça nécessite des investissements à tous les niveaux, sur les priorités. Donc, je reviens sur le sujet de logement. Nous, on a pris le pari en anticipant, effectivement, dans cette période de crise et l'arrivée des élections, de travailler avec les collectivités pour ouvrir les doigts d'urbanisme sur les fonciers à enjeu qui sont bien desservis, parce que les fonciers de la SNCF ne sont pas urbanisables. Et donc, aujourd'hui, on a quasiment 110 hectares de fonciers qu'on a pu ouvrir à l'urbanisation par ce travail étroit qu'on a mené sur les 2 dernières années. Donc, ça va nous préparer, avec une forte dimension de logement, ça va nous préparer sur les années à venir d'être une réponse sur cette dimension-là. Et bien sûr, c'est un travail de partenariat, donc il faut qu'on décloisonne les métiers. Donc on voit bien, rien que l'échantillon d'aujourd'hui, c'est super enrichissant. Donc moi, je vais voir mes collègues aussi sur les sujets d'anticipation et sur les sujets de projection future. Les acteurs économiques sont aussi pleins d'idées. Les industriels, ça ne manque pas non plus d'idées et de savoir-faire pour trouver des sources d'économie de construction. C'est là où il faut chacun considère qu'il a une partie de la réponse et que les aménageurs, nous, dans tous les cas, c'est ce qu'on voudrait faire, des partenariats avec des investisseurs ou des financeurs pour pousser la production en masse de logements dans les territoires, des coopérations
transparente, avec des modèles qui va un peu plus loin dans la chaîne. Chacun va un peu plus en amont, un peu plus en aval, ce qui nous permet de trouver des modèles un peu plus intégrés. Et ce qu'on espère, c'est que les collectivités locales, qui ont toujours cette envie de bien faire aussi, et on les voit avancer aussi dans ce sens-là, mais encore plus se mettre en mode projet et travailler avec nous les solutions pour qu'on trouve une résilience économique, parce qu'elle est nécessaire pour faire. Bien entendu. Merci. Passez le micro à Hélène Pesquine. Hélène, alors. Merci. Alors moi, je donnerai 2 idées. La première, c'est qu'il faut penser l'aménagement dans le climat de demain, réellement. Le climat de 2030 et 2050, de plus en plus, on propose des outils sur le bâtiment dans le climat de 2030, compte tenu du contexte, justement, des questions de chaleur urbaine, etc. Donc, et cet aménagement, ça veut dire aussi ce qu'on appelle un peu les modèles économiques de la sobriété, penser toute la ressource disponible à l'échelle du site ou à proximité immédiate du site, y compris de la ressource naturelle, au sens de l'eau qui tombe du ciel, la pluie, qu'est-ce qu'on en fait, les eaux qu'on recycle ou qu'on réutilise dans le projet, évidemment, du coup, la capacité du sol à l'absorber et à rafraîchir le quartier demain, le soleil, le vent, voilà, tout ce qui peut être utilisé comme ressource pour faire fonctionner ce quartier à terme en étant le plus autonome, ou autosuffisant, c'est pas tout à fait l'objectif non plus, mais en tout cas avec le moins d'impact possible, on va dire, sur son environnement, et le moins dépendant possible d'un environnement proche ou lointain. Ça, c'est un peu l'échelle du métabolisme urbain ramené au projet. Et ça veut dire aussi quand même des modèles économiques différents, peut-être avec des modèles de gestion ou de fonctionnement à terme qui sont nouveaux. Je pense à la question de l'eau, par exemple. Qui est-ce qui gère l'eau qu'on va capter? Est-ce qu'on a des systèmes de désimperméabilisation, voire d'humidification des sols, par exemple, dans des secteurs qui sont très touchés par le retrait-gonflement des argiles? Est-ce qu'on gère différemment les régies d'eau pour être plus économe dans les consommations? Qu'est-ce qu'on fait des différents réseaux eau grise, eau usée? Toutes ces questions-là de ressources, finalement, de rapport à la ressource, à mon avis, vont se jouer désormais plus uniquement à l'échelle de stratégie territoriale, mais bien à l'échelle des projets qui sont des briques de cette stratégie territoriale sobre. Et je dirais que c'est, alors je sais pas le transformer en effet économique direct ou au coût de l'aménagement, mais c'est quand même un coût évité aussi à terme d'abord de dépendance à d'autres territoires, et on voit que des territoires sur l'eau commencent à devenir si dépendants qu'ils renoncent à des projets de développement. En quelque sorte, vous rajoutez une petite couche d'expertise nécessaire avant tout le projet, n'est-ce pas? Alors nous, on peut vous dire quels arbres planter, comment désimperméabiliser. Non, mais au-delà de ça, je pense que c'est quand même aussi une autre manière de penser son projet comme une brique d'un territoire, comme le territoire est aussi une brique du territoire national, et qu'il faut qu'à un moment donné, il y ait des effets de solidarité entre toutes ces échelles. D'accord. Baptiste Périssin-Faber, votre sentiment sur les modèles de terrain tels qu'ils peuvent se développer de façon nouvelle? Alors, peut-être comme Costa le disait, dans le futur, il ne faut pas trop qu'on mise sur le financement public, enfin, en tout cas sur le financement de l'État. Et donc, pour mettre en mouvement... Public de l'État. De l'État, pardon. Beaucoup. Les capacités d'endettement des collectivités, on a compris qu'elles en avaient sous le pied. Mais en tout cas, sur l'État, la brique subvention, c'est quand même probable qu'elle se réduise un peu. Et donc, il faut qu'on réfléchisse. Alors, ça va demander un peu de créativité, comme disait Hélène, dans la façon dont nous, on s'organise aussi pour offrir des solutions. Mais ça demande aussi un travail de mobilisation pour le passage à l'acte. Et parfois, ce n'est pas la peine de réinventer la roue. Il faut aussi qu'on arrive à répliquer massivement les choses qui fonctionnent. Et c'est pour ça qu'à l'ADEME, il y a 2 ans, sous l'impulsion de notre président, Sylvain Wasserman, on a lancé un réseau qui s'appelle Élus pour agir, et où là, on vise donc des élus. Aujourd'hui, on a 4300 élus, vraiment des élus municipaux. Ce n'est pas forcément des maires, ça peut être des adjoints ou des élus qui, pendant le conseil municipal, quand il est question de rénover l'école, de désimperméabiliser la cour, ils aient les bons réflexes, les bons repères, et donc on dit les clés de décryptage en fait des grands enjeux, et qui sachent à quelle porte aller frapper aussi pour pouvoir passer à l'action. Et donc avec ce réseau, ces 4300 élus, on les réunit une fois par an, une journée. Et puis tous les 3 mois, ils ont des webinaires de 2 heures où on présente un sujet. Alors ça va être un jour la géothermie, un autre jour, là on a fait récemment comment intégrer dans son PLU les enjeux de ZAN, ou ça va être les sujets d'adaptation au changement climatique. Donc voilà, on les fait monter en compétences sur le fond. Ensuite, on partage avec des collectivités qui ont déjà fait
des choses innovantes. Donc on fait ce partage d'expérience, pardon. Et puis ensuite, on fait savoir en fait quels sont les moyens d'accompagnement pour qu'ils puissent passer à l'acte. Donc là, il y a ce sujet vraiment de mobilisation sur comment on fait pour répliquer massivement ce qui fonctionne et généraliser cette transition, puisque, et je dirais un dernier mot là-dessus, c'est qu'on parle beaucoup de backlash écologique en ce moment. Nous, nos 4300 élus, pour le coup, ils ne sont pas tous écolos, enfin loin de là, c'est 4300 élus, donc c'est massif. Et en fait, ils font de la transition écologique sans le savoir tous les jours, quand ils doivent trouver des solutions pour gérer les déchets, pour apporter de la chaleur dans les bâtiments publics, pour lutter contre la canicule et mettre de la nature en ville. Voilà, tous ces sujets-là, ils sont interpellés au quotidien. Et alors peut-être qu'il y a un sujet d'ailleurs de branding, il ne faut plus appeler ça transition écologique, c'est le cadre de vie en fait, c'est exactement ce dont il est question aujourd'hui. Merci. Donc vous rejoignez effectivement notamment Fadia qui parlait des élus comme des tiers de confiance nécessaires, indispensables. C'est manifestement ce que vous disiez au commençant à ce niveau-là. Et c'est à ce niveau-là aussi que sont les opérateurs peut-être. Et comment est-ce que vous voyez, vous, l'évolution de ce jeu des opérateurs ? Vous êtes des partenaires forts, en tout cas pour certains. Oui. On a commencé par dire tout à l'heure qu'il y avait des projets aujourd'hui sur le territoire qui réussissaient à se déployer malgré un contexte adverse. Ça vient beaucoup de la résilience en fait des acteurs. Le nerf de la guerre, c'est le modèle économique. Aujourd'hui, il faut réussir à viabiliser un projet et en fait, les solutions qu'on voit émerger, je pense notamment sur l'aménagement, le rôle de l'économie mixte, des sociétés d'économie mixte, des sociétés de projets, des EPL, finalement, est en train d'évoluer progressivement, de plus en plus, passe d'un rôle d'aménageur à un rôle d'aménageur et de gestion patrimoniale. On voit beaucoup de SEM patrimoniales se développer, qu'on soutient. Il y a de plus en plus de promoteurs qui remontent la chaîne de valeur également. En fait, il y a une vraie résilience des acteurs qui, progressivement, pour viabiliser finalement leur pérennité, sont amenés à se diversifier. Et nous, notre rôle, c'est de les accompagner, de les soutenir dans cette diversification. Et c'est ce qu'on fait. On essaye aussi de les soutenir sur l'évolution des métiers, l'urbanisme de la transformation, j'en parlais, l'urbanisme transitoire. On a d'ailleurs une très belle initiative en commun aussi avec SNCF Immo qui s'appelle Toit temporaire urbain, qui vise à offrir des solutions temporaires d'hébergement. Sur la question de la prise en compte des enjeux écologiques, on a des solutions d'ingénierie pour les accompagner. Et puis, dans cette logique de viabilisation des projets, ce qu'on voit beaucoup émerger et qu'on essaye de soutenir, et je suis convaincu que dans les années à venir, c'est un modèle qui va beaucoup se développer, c'est d'amplifier les logiques de dissociation entre le foncier et le bâti, notamment à travers le retour de modèles de portage foncier de long terme. Alors, je dis le retour parce qu'il y a des territoires où ça existait il y a très très longtemps, des territoires qui l'ont conservé, la ville de Paris, certains territoires lyonnais. Le fait d'avoir des structures où le public ou le parapublic conserve la maîtrise foncière sur le temps long et met en place des baux à construction ou des baux amphithéotiques, c'est une solution de viabilisation des projets et c'est une solution qui permet de lutter contre la surenchère qu'on connaît sur les prix du foncier. Et ça va aller dans le sens de viabiliser les projets et d'améliorer la solvabilité finale des acquéreurs quand il s'agit de logements, que ce soit du locatif, que ce soit de l'accession. Et souvent, ce sont des projets pour lesquels il y a de la mixité fonctionnelle également pour réaliser une forme de péréquation. Parce que viabiliser aujourd'hui, ça veut dire bouger sur la chaîne de valeur, ça veut aussi dire faire plus de péréquation entre des activités plus lucratives, des activités qui le sont moins. Et c'est cette ingénierie financière qui est à la fois complexe à appréhender, mais qui est incontournable pour trouver finalement un chemin en autonomie avec le soutien de partenaires à chaque étape du projet. Et nous, voilà, on est convaincus qu'on peut massifier ce type d'approche. On y intervient avec les établissements publics fonciers. Vous citiez tout à l'heure l'exemple de Grand Paris Aménagement sur la filiale que nous avons créée en commun pour faire du portage foncier de long terme sur des locaux commerciaux. On a aujourd'hui 6 ou 7 projets sur le territoire de réflexion de foncière
à fin de logement, avec les établissements publics fonciers, nationaux ou locaux, avec des aménageurs, avec parfois des bailleurs sociaux qui sont prêts à rentrer au capital. Nous, on rentre avec des fonds propres dans ces modèles et puis on peut injecter de la dette peu chère aujourd'hui, voilà, qui permet d'équilibrer ces modèles avec l'annonce qu'on a pu faire au Congrès de transformer nos financements à 80 ans sur ce type de montage. Donc 80 ans, c'est exact. Voilà, on réconcilie finalement ce qu'on propose aux bailleurs sociaux que ce qu'on propose au monde de l'aménagement de long terme finalement. Et c'est ce qui permet de viabiliser, parce que le coût du foncier est tel que si on ne peut pas l'amortir sur des maturités très longues, ça pose difficulté. Ok, merci de ces quelques indications. Encore une fois, ça ouvre sur une journée qui va être très riche. Vous avez contribué, vos équipes ont contribué parmi d'autres à la construire et à choisir des projets. Donc merci beaucoup et merci de votre présence ce matin dans vos agendas compliqués à vous quatre. Merci mesdames, merci messieurs.